Bonjour, nouvelle édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Nous parlerons économie. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va procéder au rachat des titres de dette publique de plusieurs pays dont le Togo. Quels sont les enjeux de cette opération annoncée? Les éléments de réponse à suivre. Puis, sujet éducation, comme annoncé par le ministère de tutelle, la reprise des classes a été effective sur l'ensemble du territoire togolais ce lundi. Nous étions sur le terrain, nous ferons le compte-rendu dans un instant. À l'international, la France a annoncé dimanche qu'elle mettait fin à sa coopération militaire avec le Niger. D'ici la fin de l'année 2023, l'ambassadeur français ainsi que plusieurs de ses collaborateurs vont quitter le pays, y compris les 1500 soldats français positionnés sur le territoire nigérien. Autre actualité dans la sous-région, les autorités maliennes ont annoncé lundi le report de la présidentielle prévue en février 2024. Les dates initialement prévues vont connaître un léger report, les motifs également à suivre dans cette édition. C'est tout pour le sommaire de ce soir. Restez avec nous, les précisions, c'est dans un instant. Rebonsoir et bienvenue. Économie, à l'entame de cette édition, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, injecte 993 milliards de francs CFA dans la zone UEMOA entre ce 25 et 26 septembre. Une initiative qui fait partie intégrante du vaste programme de rachat de titres de dette publique de la BCAO qui avait déjà amorcé sa première phase en juin dernier. Les précisions dans ce reportage signé Promise Bomegbe. Dans la deuxième phase de sa démarche qualifiée de cash neutre, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, va racheter les titres de dette publique des pays de la zone UEMOA, injectant ainsi 993 milliards de francs CFA dans l'économie de la zone. Pour le Togo, ce sont 100 milliards de francs CFA de ces titres qui seront rachetés lors de l'opération. Une opération survenant dans un contexte financier tendu avec la hausse récente du taux directeur de la BCAO de 25 points de base, le fixant à 3,25%. L'emprunt étant onéreux pour les États, ce rachat pourrait offrir un équilibre, stabilisant la demande en maintenant des coûts d'emprunt plus gérables. Si ceci devrait permettre de lever de nouveaux fonds auprès des investisseurs régionaux, sous la supervision de la BCAO, les investisseurs, à l'instar des banques de la sous-région, devront préalablement s'inscrire à de nouveaux titres émis par les États membres pour bénéficier du rachat de leurs anciens titres. Le Trésor public togolais pourrait par exemple lever jusqu'à 100 milliards de francs CFA. Toutefois, l'impact complet de cette opération sur l'économie togolaise demeure encore à évaluer puisqu'une partie importante des titres togolais est détenue par des non-résidents. Pour rappel, le pays a procédé récemment à plusieurs opérations de rachat de titres, dont les plus récentes en ce mois de septembre ont porté sur 17 milliards de francs CFA et 11 milliards de francs CFA. Ceci s'inscrit dans une mobilisation financière plus large, le Togo ayant déjà levé 580 milliards de francs CFA cette année sur le marché des titres publics adjudication. Sujet éducation à présent, la reprise des cours pour le compte de l'année scolaire 2023-2024 a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire togolais. Après un peu plus de 2 mois de vacances, ils sont plus de 3 millions d'apprenants à reprendre le chemin des classes. Nous étions sur le terrain. Voici le compte rendu de Bernard Quinvy. Maintenant, nous mettons fin aux vacances et nous reprenons le chemin de l'école. L'année académique 2023-2024 a effectivement démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Du primaire au secondaire, ils sont plus de 3 millions à reprendre le chemin de l'école après 2 mois de vacances. Élèves, enseignants, tous étaient au rendez-vous. Ce premier jour de la rentrée est une étape cruciale dans la vie de l'élève puisque le succès d'une année débute dès le premier jour de la rentrée scolaire. J'ai voulu d'abord souhaiter une bonne rentrée scolaire 2023-2024 à nos enfants et leur demander de prendre déjà dès le début de cette année l'essentiel de ce qu'il faut pour se préparer à être de bons élèves. Quand on veut réussir pour l'année, c'est au premier jour de la rentrée qu'on se situe. Ils doivent savoir que la fin de l'année se prépare dès la première minute de la rentrée. Il faut ranger les vacances dans un tiroir, les loisirs, les amusements,
les divagations et consorts, on doit les ranger de côté pour affronter, comme on le dit, la rentrée, vu que les parents peinent beaucoup pour subvenir à leurs besoins et surtout que ce sont leurs avenirs qu'ils préparent. Chacun avec son avenir, donc il y a plusieurs avenirs. Chaque élève, chaque enfant, chaque apprenant prépare son avenir. Donc, il ne faut pas s'attendre que ce soit le professeur qui dispense le cours ou bien le maître qui vienne encore étudier les leçons à leur place. En tant que parent, préparer ses enfants en vue de la rentrée scolaire s'avère parfois un défi de taille. Après ces 2 mois de détente, il est important que les parents aident les enfants à retrouver leur rythme. Je veux encore demander à tous les parents de se mettre à la disposition des enfants. Si aujourd'hui nous disons que nous travaillons, nous voulons gagner, c'est pour le bien de nos enfants. Personne ou bien aucun parent ne peut s'estimer être heureux si après avoir eu ses revenus de fin du mois et que son enfant n'arrive pas à bien travailler à l'école. Donc il faut que les parents se donnent aux enfants, qu'ils accordent du temps pour les écouter et pour les accompagner. Par ailleurs, pour cette nouvelle année, près de 40 000 enseignants sont mobilisés par le ministère en charge du secteur et plus de 9 000 établissements du préscolaire au lycée. Ce dernier promet que d'autres innovations suivront à l'instar de la digitalisation de l'enseignement. Encore une fois, bonne année 2023-2024 à vous tous. Constat alarmant, le nombre d'Africains atteints de diabète pourrait plus que doubler au cours des 25 prochaines années, prévient la Fédération internationale du diabète. Parallèlement à cette menace, l'Organisation mondiale de la santé aussi indique que le continent noir est la première région du monde pour le diabète non diagnostiqué. Les explications dans l'élément qui suit. Depuis une trentaine d'années, le diabète gagne du terrain sur le continent africain. Malheureusement, seuls 46% des personnes atteintes de la maladie connaissent leur état, ce qui augmente le risque de la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 55% des personnes atteintes de diabète savent qu'elles le sont dans le monde, mais en Afrique, le manque d'installations et d'équipements de dépistage, le nombre insuffisant de personnel de santé formés entre autres, sans oublier le manque de sensibilisation au diabète sont des obstacles au dépistage de la maladie. Alors que sans dépistage, le diabète devient un tueur silencieux. Il est aussi indiqué qu'en Afrique, les décès prématurés dus au diabète s'élèvent à 58%, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 48%. Dans le même temps, le taux de mortalité normalisé selon l'âge pour le diabète est de 48 pour 100 000 habitants. Pour l'OMS, 60% des diabétiques âgés de 40 ans doivent avoir plus d'accès à des médicaments hypocholestérolémiens. Rappelons qu'au total, 24 millions d'adultes vivent avec le diabète en Afrique. Ce chiffre devrait augmenter de 129% pour atteindre 55 millions d'ici 2045. Puis avant de s'envoler pour l'actualité au-delà de nos frontières, permettez que nous nous intéressions un peu à la culture. Les éliminatoires de la compétition de danse traditionnelle Bobobo se sont achevés le 23 septembre dernier. Après les dernières qualifications et un tirage au sort, les groupes peuvent se préparer pour la prochaine phase. Reportage signé Harold Messon, Atto, Bernard Quinvy. La phase éliminatoire de la seconde édition de la compétition de danse traditionnelle Bobobo s'est achevée ce dimanche 24 septembre à Kpalimé. En présence des autorités et d'une population toujours au rendez-vous, Kekeli Bobobo de Kebotoué et Moutifafa de Kebo Agbolodome se sont qualifiés à Avetonou le 22 septembre, tandis que Kekeli Bobobo d'Avetonou et Casino d'Agouklonou ont gagné leur place le 23 septembre à Agougadjepe. La phase éliminatoire s'est définitivement conclue à la Villa Casanova à Kpalimé avec le tirage au sort des huitièmes de finale qui se dérouleront comme suit. La poule A, composée de Kekeli Davehokbeta, Novici Dagomekboji, Casino Dagomeklonou, Mielema aussi de Kweleakata et Lononli de Kpimetomegbe. La poule B, composée de Kekeli Davetonou, Adi Yakotoko de Wome, Maouli Plimi de Lavier Wime, Amenveve de Tove Ahunjo et Novici de Tove Djigbe. La poule C, composée de Dekawowo de Kwelegovier à Pegame,
Novisi de Kumakonda, Agbeye Yeda Gometomegbe, Moutifafa de Kebo Agblodome et Amenuveve de Kebo Kweta, et la poule D, composée de Kekeli de Kebo Tue, Amenuveve de Kwele Tutu, Bogbokokwe de Kwele Atime, de Kawawo de Kwale Mechive et Amenuveve de Kwele Ele. La finale est prévue en novembre à Kpalime au stade de Gomido. Au Ghana voisin, la situation socio-économique du pays semble de plus en plus insupportable pour la population. Pendant 3 jours, des centaines de citoyens sont descendus dans les rues de la ville d'Accra, la capitale du pays. Ceci, malgré l'intervention des forces de sécurité, la population réclame de meilleures conditions de vie. Retour sur les événements. Au Ghana, plusieurs personnes appartenant au mouvement Démocratie Hub ont battu le pavé pendant 3 jours pour faire entendre leur voix contre la cherté de la vie. Sous le hashtag Occupy Julorby House, ils ambitionnaient de manifester près du palais présidentiel avec un message clair. Nous ne sommes que des Ghanéens. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nourriture, d'eau, de vêtements. Nous voulons pouvoir prendre soin de nos mères et de nos pères. Au premier jour de la manifestation, jeudi 21 septembre, la police a fait usage de la force pour disperser les rassemblements. 50 personnes avaient même été arrêtées avant d'être relâchées. Des arrestations qui avaient suscité la colère des manifestants. Que le président Akufo-Addo et les services de police du Ghana sachent que chaque fois que quelqu'un résiste au changement pacifique, le changement par la violence se produira. Nous ne voulons pas nous engager dans la violence, mais s'ils nous poussent à bout, nous n'aurons pas d'autre choix. Malgré ces difficultés, la manifestation s'est poursuivie les 22-23 septembre sans que le mouvement ne parvienne à ses fins, la police ayant érigé des barricades. En fin de compte, au bout, il y a la prospérité et la liberté. La liberté que nos ancêtres nous ont promis. Mais nous ne devons pas céder parce que les forces qui cherchent la chute de cette république sont bien vivantes. Elles contrôlent les institutions de l'État, la justice, la police, l'armée, mais elles ne peuvent pas contrôler la rue. Nous leur avons montré que lorsque toutes les institutions de ce pays sont sous contrôle et qu'elles sont inaudibles, la rue parle plus fort que jamais. En plus de la lutte pour de meilleures conditions de vie des Ghanéens, le mouvement a récemment indiqué son opposition à la participation de leur pays à la mission militaire envisagée par la CEDEAO au Niger. On en parlait à l'entame de cette édition. Sylvain Ité, l'ambassadeur français au Niger, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs vont très prochainement quitter le pays d'ici la fin de l'année 2023. C'est ce qu'a annoncé hier dimanche à Emmanuel Macron, le président français. Les 1500 soldats français également positionnés sur le territoire nigérien ne seront pas du reste de cette opération de retrait. Les détails dans ce reportage. Le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche que la France mettrait fin à sa présence militaire au Niger et retirerait son ambassadeur du pays. Dans une interview diffusée sur la chaîne France 2, Macron a déclaré qu'il s'était entretenu avec le président déchu Mohamed Bazoum et l'avait informé de cette décision. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. Les tensions entre la France et le Niger se sont intensifiées ces dernières semaines, après la destitution de son président démocratiquement élu, lors d'un coup d'État. Cette annonce constitue un coup dur porté à la politique de la France en Afrique. Les troupes françaises s'étaient également retirées du Mali et du Burkina Faso voisins ces dernières années, à la suite de coups d'État dans ces pays. Et comment est donc accueillie cette nouvelle concernant les opérations de retrait des militaires français par la population nigérienne? Eh bien, les avis semblent communs. Nous vous en proposons quelques-uns d'ailleurs dans le reportage qui suit. Le calme régnait ce lundi dans la capitale nigérienne au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron du départ prochain de l'ambassadeur Sylvain Ité et des soldats français. Devant l'enceinte de l'ambassade de France, des soldats armes au poing ont pris position ainsi que des véhicules militaires. De nombreux Nigériens interrogés dans les rues de Niamey ont salué la décision du président français. Je suis très content, très heureux aussi. Vraiment, les Français n'ont qu'à partir. C'est bon finalement, merci.
Ils n'ont qu'à garder tout ce qu'ils ont, mais nous, on n'a rien à voir avec eux encore. Ça fait trop longtemps que la France a amené l'armée ici au Niger, mais ils n'ont pas pu éradiquer le terrorisme. Donc, on a des arrière-pensées en ça, vraiment. On n'est pas ravis, vraiment, de leur compagnie avec nous. Parce qu'on le sait très bien, ils sont là en train de nous détruire à petit feu. Parce que on a perdu beaucoup de frères, beaucoup de paramilitaires. Il faut que les militaires français quittent immédiatement, puisque vraiment, on n'a pas besoin d'eux. On n'en a pas besoin d'eux. Il y avait des décennies, ils disent qu'ils nous aident, on n'a vu aucun changement. Donc on ne veut pas de leur aide. On veut vraiment qu'ils quittent notre pays, qu'ils aillent chez eux, nous on va rester chez nous. Les militaires au pouvoir à Niamey qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet ont célébré dimanche soir ce qu'ils considèrent comme une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Dans le reste de l'actualité, il faut également préciser que la junte au pouvoir au Niger a indiqué que son espace aérien était ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l'exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'Air France. Ceci selon un message aux navigants aériens consulté ce dimanche 24 septembre et daté de samedi soir sur le site de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA. Fermons le registre à Niger pour nous intéresser à un autre pays de la sous-région, le Mali. Les autorités du pays ont annoncé que pour des raisons techniques, les élections initialement prévues pour le mois de février 2024 vont connaître un léger report. Les détails. La présidentielle au Mali, initialement prévue pour l'année prochaine et reportée à une date ultérieure, ont annoncé les autorités maliennes ce lundi. Dans un communiqué lu lors d'une conférence de presse à Bamako par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, il a été indiqué que les dates initialement retenues du 4 et du 18 février 2024 pour les deux tours connaîtront un léger report pour des raisons techniques. Les autorités énoncent notamment des facteurs liés à l'adoption cette année d'une nouvelle constitution et la révision des listes électorales, mais aussi un litige avec la société française Idemia, impliquée selon elle dans le processus de recensement. Les nouvelles dates de l'élection présidentielle censées marquer le retour des civils au pouvoir feront l'objet d'un autre communiqué, a précisé le colonel Abdoulaye Maïga. Tout autre sujet dans cette édition, les autorités de la Somaliland ont pour une nouvelle fois rejeté l'idée de réunification avec la Somalie. Elles envisagent plutôt tisser des liens de collaboration avec elle pour des développements séparés. Les représentants du Somaliland ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de discuter de l'unité avec la Somalie, ce qui semble contredire le président ougandais Yoweri Museveni, qui s'était proposé comme médiateur de l'unification entre les deux gouvernements. Tout dialogue entre le Somaliland et la Somalie ne portera pas sur l'unification, mais plutôt sur la manière dont les deux pays précédemment unis peuvent aller de l'avant séparément, a déclaré le gouvernement du Somaliland dans un communiqué publié dimanche en fin de journée. Le gouvernement du Somaliland avait proclamé son autonomie par rapport à la Somalie en 1991. Ces derniers mois ont été marqués par des tensions au Somaliland. Des affrontements ont éclaté le 6 février entre les forces armées de la région et des milices loyales au gouvernement central somalien Alas Anod. Plus de 200 000 personnes ont été déplacées depuis le début de ce conflit qui a également provoqué la mort d'environ 300 personnes. En Libye, suite aux inondations meurtrières occasionnées à Derna par la rupture des deux barrages, le procureur général de Libye a ordonné ce lundi le placement en détention provisoire de 8 responsables dans le cadre d'une enquête ouverte à cet effet. Parmi eux figurent 7 personnes membres ou anciens membres du département des ressources hydrauliques ou celui de la gestion des barrages en Libye. Le maire de Derna, Abdulmounem Al-Gaïti, démis de ses fonctions avec le reste du conseil municipal après le drame fait également partir des personnes concernées. Cette détention provisoire fait suite aux manifestations des habitants de Derna le 18 septembre dernier. Ils avaient notamment appelé à une enquête rapide et à des actions légales contre les responsables de la catastrophe. Ainsi se referme donc cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.